Si vous travaillez au Vietnam et que vous faites des recherches sur les ressources génétiques de ce pays, cette deuxième vidéo sur le protocole de Nagoya au Vietnam vous intéressera encore plus que la première. Je vais vous expliquer comment suivre les différentes étapes du décret 59/2017 NDCP pour obtenir un accès légal aux ressources génétiques de ce pays. Ce décret concerne l'accès aux ressources génétiques animales et végétales, qu'elles appartiennent à des espèces sauvages ou cultivées, ainsi que l'accès aux ressources génétiques humaines et microbiennes, car le périmètre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya au Vietnam est très étendu. Ce décret ne concerne pas en revanche l'accès aux savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, décret qui, à notre connaissance, est en cours de rédaction. Pour obtenir un accès légal aux ressources génétiques, il faudra suivre 3 étapes. La première consiste à faire une demande d'enregistrement auprès des autorités nationales compétentes. La deuxième consiste à négocier un contrat de partage des avantages avec le pourvoyeur de la ressource génétique. Et la troisième consiste à remplir votre dossier de demande de permis d'accès. À chacune de ces 3 étapes, vous devrez obtenir un document officiel de la part des autorités compétentes pour pouvoir passer à l'étape suivante. À la fin de la première étape, vous devez obtenir une notification de votre enregistrement. À la fin de la deuxième, un contrat de partage des avantages avec le pourvoyeur de la ressource certifié par le comité populaire de la commune d'accès du lieu d'accès. Et enfin, à la fin de la troisième, le Graal, le permis d'accès aux ressources génétiques. La première étape, l'enregistrement, est plutôt simple. Il s'agit de vous enregistrer en tant que demandeur d'accès. À la fin de cette première étape, vous obtiendrez, si tout va bien, une notification de votre enregistrement. Avant de vous engager dans cette demande d'enregistrement, vous devez toutefois vous questionner avec votre partenaire vietnamien si c'est bien vous, en tant qu'étranger, qui demandez l'accès ou si c'est lui, votre partenaire, car les conditions d'accès pour un national et un étranger sont très différentes. L'article 4, qui rappelle que les ressources génétiques présentes sur le sol vietnamien relèvent de la souveraineté du Vietnam, précise très clairement dans son alinéa 2 que les étrangers ou les organisations étrangères ne peuvent avoir accès aux ressources génétiques sans avoir au préalable obtenu un permis d'accès de la part des autorités compétentes. Les alinéas 3 et 4 précisent à suivre que l'État encourage les nationaux, Domestic Organization and Individuals en anglais, à mettre en valeur leurs ressources génétiques. C'est-à-dire que nos partenaires vietnamiens bénéficient d'un accès relativement ouvert aux ressources génétiques de leur pays. Pour eux, les ressources génétiques sont en libre accès, c'est-à-dire qu'elles relèvent du domaine public du Vietnam. Mais pour les chercheurs étrangers, ce n'est pas le cas. C'est un point très important, les règles d'accès aux ressources génétiques de nos partenaires ne sont pas les mêmes que les nôtres, normal. Mais ce n'est pas sans poser problème. En effet, quand vous allez demander à vos partenaires de respecter les dispositions du droit vietnamien en matière d'accès aux ressources génétiques, ils auront raison de vous dire qu'ils peuvent accéder aux ressources génétiques de leur pays sans avoir besoin de s'enregistrer ou d'avoir un permis d'accès en cas de recherche non commerciale. C'est du domaine public. Mais il y a un fort risque pour qu'on vous dise en France notamment, à un moment de votre recherche, qu'en tant que chercheur étranger, vous avez accédé à des ressources génétiques grâce à votre partenaire sans respecter les règles d'accès pour un étranger. Il y a là un fort risque juridique et politique et c'est là que mon rappel des exigences du règlement européen de 2013 en matière d'accès et de partage des avantages, dans la première vidéo sur le protocole de Nagoya au Vietnam, prend tout son sens. L'article 7 que vous voyez ici confirme cette mise en garde. Nos partenaires vietnamiens ont besoin d'un permis d'accès uniquement pour des recherches commerciales, mais ils accèdent aux ressources génétiques sans permis pour des recherches non commerciales. Les étrangers accèdent uniquement avec un permis d'accès, quel que soit le type de recherche, commerciale ou non commerciale. En somme, l'article 8 du protocole de Nagoya sur la mise en œuvre de mesures d'accès facilitées pour la recherche non commerciale n'est quasiment pas pris en compte en droit vietnamien pour les étrangers. Petit c, les chercheurs vietnamiens qui souhaitent transférer des ressources génétiques à l'étranger doivent faire un accord de transfert. Procédure assez simple, article 20, que je décrirai à la fin de cette vidéo. Alors, quand vous souhaitez avoir accès à des ressources génétiques dans le cadre de vos conventions de recherche, il va falloir que vous clarifiez un premier point très important. Est-ce que vous êtes dans la situation A? Ce n'est pas vous qui accédez aux ressources génétiques, mais votre partenaire, et donc aucune demande d'enregistrement, aucun contrat de partage d'avantages et aucun permis ne sont nécessaires. Est-ce que vous êtes dans la situation B?
vous accédez aux ressources génétiques avec votre partenaire vietnamien, mais c'est bien votre accès, donc vous êtes bien dans le cadre du B, et il faut donc répondre à tout ce qui est exigé dans ce décret, même pour de la recherche non commerciale. Enfin, s'il y a transfert à l'étranger, est-ce que vous vous rangez dans la situation C? C'est votre partenaire qui demande un transfert de ressources génétiques vers votre laboratoire en France ou ailleurs, et c'est à lui de faire les demandes et les démarches nécessaires pour faire un classique accord de matériel de transfert, MTA. Je dirais qu'aujourd'hui, la situation de fait de la coopération scientifique, c'est généralement A et C. Nos partenaires accèdent librement aux ressources génétiques du domaine public. Nous faisons de la recherche ensemble dans le but d'aider le Vietnam et ses chercheurs, mais sans savoir si les autorités vietnamiennes l'entendent vraiment de cette oreille. Par ailleurs, vous savez bien qu'en France, en Europe et dans le monde, l'argument d'une recherche altruiste, le Nord aidant le Sud de manière totalement désintéressée, ne convainc plus personne. Notamment parce que, même non commerciales, nos recherches avec les partenaires nous rapportent des articles, des crédits, du crédit, en un mot nos carrières. Bref, des avantages tirés de l'utilisation des ressources génétiques qui peuvent être regardés comme tombant dans le périmètre de ce décret. L'article 7 nous oblige donc bien à clarifier avec nos partenaires scientifiques qui a accès à la ressource, eux ou nous. D'une certaine manière, me direz-vous, ce qui est regrettable dans la rédaction de cet article, c'est cette alternative entre eux ou nous. Et l'on ne peut que regretter l'absence d'un petit d dans cet article, précisant les conditions d'accès pour la recherche non commerciale avec un partenaire étranger. En l'absence d'un tel alinéa pour la coopération scientifique internationale, il faut désormais préciser clairement avec vos partenaires si dans le cadre de vos recherches, vous êtes dans le petit a, c'est-à-dire une voie d'accès via votre partenaire, ou le petit b, une voie d'accès pour étrangers, avec de nombreuses étapes administratives à franchir. Il me semble tout à fait capital de clarifier ce point avec vos partenaires et, si possible, de concert avec les autorités nationales. Dans la suite de cette vidéo, je vais bien sûr décrire les étapes de la voie d'accès la plus difficile, c'est-à-dire l'accès en tant qu'étranger, qui commence par la demande d'enregistrement. Alors, comment faire cette demande d'enregistrement en tant qu'étranger et auprès de qui? La procédure est décrite à l'article 9. Vous devez tout simplement remplir un formulaire d'enregistrement que vous trouverez en annexe du décret. Il s'agit du formulaire numéro 2 mis en annexe du décret. C'est un formulaire assez simple. Il vous sera demandé de préciser votre identité, c'est-à-dire en tant que chercheur ou enseignant-chercheur, le statut légal et l'adresse du siège de votre institut de recherche ou de votre université. Si vous êtes un individuel qui demandez à être enregistré, il vous faudra bien sûr fournir les pièces prouvant votre propre identité. Dans tous les cas, il vous sera demandé une copie de l'accord de coopération que vous avez passé avec une organisation officiellement reconnue au Vietnam comme scientifique et technologique. Ensuite, une fois que vous avez réuni les pièces demandées, cette première étape va se dérouler de la manière suivante. En tant que demandeur d'accès, vous êtes obligé de faire une demande d'enregistrement. Selon la nature de la ressource génétique à laquelle vous demandez accès, soit une ressource génétique agricole, des plantes cultivées, des races animales, terrestres et aquatiques, soit toutes les autres ressources non agricoles. Pour les premières, vous vous enregistrerez auprès du ministère de l'Agriculture et du Développement durable, le MARD, et pour les secondes, auprès du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, le MONRE. Vous aurez soigneusement rempli le formulaire numéro 2, ce qui n'est pas très compliqué, et les ministères concernés auront 10 jours pour vous répondre et vous envoyer, si tout va bien, une notification d'enregistrement valable 12 mois qui va vous permettre d'entamer la deuxième étape. La deuxième étape est sans doute la plus délicate. Il s'agit pour vous de négocier un contrat de partage des avantages avec le fournisseur de la ressource qui, une fois conclu, doit être encore certifié par le comité populaire du lieu d'accès. Vous trouverez toutes les dispositions de ce décret relatif à ce contrat de partage dans les articles 10 et 15 et dans le formulaire numéro 3 annexé au décret. Voici la première page de ce formulaire et ici un résumé des principales informations que vous devez apporter pour compléter ce formulaire, à savoir, premièrement, l'identité du fournisseur de la ressource, deuxièmement, l'identité du demandeur,
Le nom scientifique et commun de la ressource génétique, les méthodes d'accès, de collecte et les quantités de ressources génétiques que vous comptez collecter. Cinquième point, les objectifs de votre recherche, sa durée, le ou les lieux d'accès. Vous devez également indiquer s'il y a des savoirs traditionnels associés à cette ressource. Vous devrez fournir un plan détaillé d'accès aux ressources génétiques. Vous devrez enfin fournir des suivis réguliers de l'utilisation de la ressource génétique, en indiquant notamment tout changement dans les objectifs de la recherche, par exemple si vous passiez une phase de recherche à but commercial. Vous devez enfin fournir un rapport financier de vos activités sur la ressource et un certain nombre d'autres points. En fait, le contenu du contrat qui est décrit dans cet article 15 est exactement le même que ce qu'indiquait déjà la loi de 2008 dans son article 58. Mais le problème qui reste difficile à la lecture du décret de 2017 est d'identifier clairement qui est légalement le fournisseur de la ressource. C'est un point qu'il est impossible de clarifier à la seule lecture du décret et qui réclame de revenir à la loi sur la biodiversité de 2008 pour bien comprendre qui peut être considéré au Vietnam légalement comme un pourvoyeur de ressources. La loi sur la biodiversité est une loi assez consistante, composée de 78 articles répartis en 8 chapitres. La partie concernant proprement les questions d'accès et de partage des avantages se trouve dans la section 1 du chapitre 5 intitulé « Gestion de l'accès aux ressources génétiques et du partage des bénéfices découlant de l'accès ». Et ça va de l'article 55 à l'article 61. L'article 55 définit qui sont les gestionnaires des ressources génétiques selon la localisation de cette ressource. Ce sont, petit a, les comités gestionnaires des aires de conservation pour les ressources génétiques contenues dans ces aires. Petit b, cela peut être aussi les directeurs des centres de conservation, les directeurs des centres de recherche scientifique et les directeurs de centres de stockage pour les ressources génétiques conservées dans ces différents centres. Petit c, il peut s'agir aussi des organisations, des individus ayant la charge, la gestion et l'utilisation de terres, de forêts, d'étendues d'eau pour des ressources génétiques de ces périmètres. Et enfin, petit d, il peut s'agir aussi des comités populaires communaux pour les ressources génétiques de leur territoire, excepté celles relevant des petit a, petit b et petit c de ce même article. C'est donc à cet article qu'il faut se référer pour savoir qui est le pourvoyeur de la ressource. Et vous voyez que le point B désigne clairement les directeurs des centres de recherche scientifique comme des gestionnaires officiels des ressources. Donc la bonne nouvelle pour vous, c'est que la loi peut permettre à votre partenaire de se désigner fournisseur de la ressource, si c'est le cas, évidemment. C'est un point très important car il sera facile pour votre partenaire de comprendre que le partage des avantages est au premier chef les recherches que vous faites ensemble, dont le partage est déjà largement encadré dans le cadre de votre convention, dans laquelle il existe déjà normalement tout un tas de clauses de partage des résultats de la recherche, copublication, copropriété des résultats de recherche, codétention de brevets, etc. Pour ne rien dire des savoir-faire acquis, la formation des doctorants et des postdoctorants qui doivent être abondamment mentionnés dans le cadre de ce type de contrat au titre du partage des avantages et aussi pour montrer que ce partage se fait dans des proportions bien plus généreuses que les pourcentages de répartition des bénéfices monétaires prévus à l'article 22 dont il sera question un peu plus loin dans cette vidéo. Mais bien sûr, il y a tout un tas d'autres cas où il ne sera pas possible de désigner votre partenaire comme le pourvoyeur de la ressource et où il sera plus difficile de faire valoir ce qui précède au titre du partage des avantages. Il est donc important que vous ayez à peu près en tête le paysage de ce qui peut être considéré officiellement au Vietnam comme pourvoyeur d'une ressource génétique. Si ce cercle vert représente l'ensemble des ressources génétiques présentes sur le sol vietnamien, l'État est souverain sur toutes ces ressources et il est chargé d'en unifier la gestion, c'est-à-dire, dans les faits, d'en déléguer la gestion à différentes entités. La lecture de l'article 55 nous révèle que c'est la territorialisation de la ressource, le lieu où elle se trouve si vous préférez, qui est l'élément essentiel qui désigne le gestionnaire de la ressource et donc l'identité du pourvoyeur de la ressource. Donc on l'a dit, les directeurs des aires de conservation, les directeurs des centres de ressources génétiques ou les directeurs d'instituts de recherche, les organisations et les foyers et les individus privés pour les ressources génétiques qui se trouvent dans le périmètre de leur propriété, propriété entre guillemets pour éviter d'entrer dans tous les détails de la diversité des baux fonciers qui existent
au Vietnam selon le type de terre, le type d'usage et aussi le type d'usager. Et dans tous les autres cas, c'est-à-dire dans tous les interstices qui restent dans ce grand ensemble, eh bien, les gestionnaires des ressources génétiques seront considérés être les comités populaires des communes, et c'est eux qui doivent donc être regardés comme les pourvoyeurs de la ressource dans tous ces cas. Alors, en tant que demandeur d'accès aux ressources appartenant à ce grand ensemble, je vous rappelle que vous avez à franchir 3 étapes: la demande d'enregistrement, la rédaction du contrat de partage et la demande du permis d'accès. Pour les étapes 1 et 3, vos interlocuteurs sont facilement identifiables. Selon le type de ressources, il s'agit du ministère de l'Environnement ou du ministère de l'Agriculture. Par contre, pour la deuxième étape, vous pouvez avoir affaire à des interlocuteurs très divers. Dans le meilleur des cas, vous négocierez votre contrat de partage des avantages avec le directeur de votre institut partenaire. C'est le meilleur des cas parce qu'en théorie, vous n'aurez pas trop de difficultés à vous comprendre. Vous partagez une même culture scientifique, un même langage. Vous pouvez aussi avoir affaire avec le directeur d'un centre de ressources génétiques qui aurait été le pourvoyeur initial de la ressource génétique auquel votre partenaire vous donne accès. Deuxième cas de figure, vous pourrez aussi être amené à négocier un contrat de partage avec le directeur d'une aire protégée et il vous sera sans doute facile de trouver des avantages communs à partager avec ce type d'interlocuteur. Vous pouvez aussi avoir pour interlocuteur n'importe quel type de propriétaire foncier, de l'industriel au petit paysan, en passant par des puissants fonds d'investissement dont l'emprise foncière est de plus en plus importante au Vietnam. Et là, sans aucun doute, il est évident qu'il vous faudra beaucoup plus de génie pour trouver les avantages communs de vos recherches à partager avec ce type d'interlocuteurs qui ne sont pas fondamentalement intéressés par vos recherches. Enfin, il va sans doute y avoir beaucoup de situations dans lesquelles ce sont les comités populaires des communes qui seront considérés comme le pourvoyeur de la ressource. Les comités populaires seront par ailleurs des acteurs incontournables puisqu'ils seront doublement présents dans cette étape, d'abord en tant que pourvoyeurs possibles de la ressource, ensuite ils auront dans tous les cas leur mot à dire sur le contenu des contrats de partage, quel que soit le type de pourvoyeur. Nous sommes au Vietnam, donc les comités populaires jouent un rôle fondamental pour représenter, sinon défendre, les intérêts des populations locales. Contrairement à l'Amérique et particulièrement au Brésil, mais c'est en train de changer dramatiquement, les communautés autochtones et locales ne sont pas directement reconnues comme des pourvoyeurs de ressources dans le cadre actuel. Mais je sais qu'au ministère de l'Environnement, il y a actuellement un réel intérêt pour la question de la représentation des ILCs, pour Indigenous Local Communities, dans le cadre de la rédaction du décret sur l'accès aux savoirs traditionnels liés aux ressources génétiques. Je passe très rapidement sur l'article 11 du décret qui décrit ce que vous devez fournir au comité populaire du lieu de collecte pour qu'il certifie votre contrat de partage avec le pourvoyeur. Sachez simplement que le comité populaire n'a que 3 jours pour donner sa certification. Ce qui sera évalué ne sera donc pas le contenu scientifique du contrat de partage, mais disons sans doute des éléments comme l'équité du partage. Je reviens quelques instants sur le formulaire numéro 3 qui décrit les différents points que doit contenir le contrat de partage des avantages. Ce formulaire étant assez long, 6 pages, je n'ai pas pris le temps dans cette vidéo d'en discuter tous les points délicats. Pour ne rien vous cacher, on est vraiment dans le cadre d'un contrat de droit privé, évidemment, suis-je tenté de dire, vu la philosophie des APA. Le demandeur d'accès s'engage sur de très nombreux points qu'il ne sera certainement pas facile pour lui de définir ex ante. Et il doit aussi rédiger un plan d'accès très détaillé couvrant l'ensemble du programme de recherche qui pareillement ne sera pas facile à établir d'avance pour être certain de bien le respecter ensuite. Enfin, vous devez aussi faire des mesures d'impact sur l'environnement de vos méthodes de collecte. Voilà, vous savez désormais à peu près tout de cette deuxième étape et je peux donc la résumer très rapidement sur ce petit schéma. En tant que demandeur d'accès, vous devez identifier le pourvoyeur légal de la ressource à laquelle vous souhaitez avoir accès et négocier avec lui un contrat de partage des avantages qui découle de l'utilisation que vous allez faire de la ressource. Ce pourvoyeur peut être une personne morale très variée, des directeurs d'un institut de recherche des comités, gestionnaires d'aires de conservation, des directeurs de collection génétique, des organisations foyers et individus, et enfin des comités populaires. Votre contrat de partage doit contenir de nombreux points décrits dans le formulaire numéro 3
en annexe du décret. Une fois signé avec le pourvoyeur de la ressource, vous devez soumettre ce contrat au comité populaire de la commune qui a 3 jours pour vous le retourner certifié. Et vous pouvez passer ainsi à la troisième et dernière étape si tout va bien. Troisième étape, remplir le dossier de demande de permis d'accès. L'article 12 décrit toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande. Il s'agit essentiellement de réunir les pièces des 2 étapes précédentes. L'article 13.1 et 13.2 vous informent sur la manière dont la demande de permis va être examinée par un comité d'évaluation et des délais d'examen. L'article 13.3 indique les principaux critères d'examen. Votre dossier de demande de permis d'accès, une fois finalisé, doit être transmis au ministère de l'Environnement ou au ministère de l'Agriculture, toujours selon le type des ressources génétiques. Si votre dossier est complet, le ministère en question a 5 jours pour vous adresser une notification d'enregistrement. Mais il peut aussi, dans le même délai, vous faire une demande de complément d'information. Vous avez alors 60 jours pour répondre. Ensuite, le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Environnement doivent réunir un comité d'évaluation de la demande, composé, selon les cas, d'un représentant du ministère de l'Environnement ou d'un représentant du ministère de l'Agriculture, d'un représentant d'autres ministères impliqués, et notamment le ministère de la Santé, d'un représentant du comité populaire de la province ou d'éventuels experts ad hoc. Dans le cas de recherche non commerciale, le comité a 30 jours pour rendre son avis au ministère compétent. Dans le cas de recherche commerciale, ce délai s'étend à 90 jours. Et le ministère a encore 15 jours sur l'avis du comité qu'il a réuni pour vous accorder le permis d'accès. Celui-ci a une durée de 3 ans, article 16, et il est renouvelable avec une procédure un peu plus rapide décrite à l'article 17. En cas de refus, le ministère doit motiver son avis. Le décret ne précise pas s'il vous est possible de refaire une demande, mais a priori, à la lecture du décret, rien ne vous en empêche. Il me reste quelques points importants du décret à signaler, toujours du point de vue du chercheur demandeur d'accès. Vous vous rappelez que le point C de l'article 7 précise que si votre partenaire souhaite faire un transfert de matériel étranger, il doit faire un accord de transfert de matériel MTA assez classique. L'article 20 décrit en détail le contenu du MTA. Et le formulaire numéro 8 en annexe du décret fournit même un modèle d'accord de transfert facile à remplir. Il s'agit d'un MTA tout à fait classique. Il suffira à votre partenaire de préciser le statut de l'organisation scientifique et technique à laquelle il appartient, le consentement de l'Institut de recherche étranger à recevoir les ressources, la copie du programme de recherche entre les 2 partenaires. Attention toutefois, ce programme doit être approuvé par une agence de l'État habilitée à apprécier la demande de transfert. Alors, comme je l'ai dit en introduction, si vous et votre partenaire, vous vous entendez pour considérer que vous n'avez pas à faire la demande d'accès en votre nom parce que dans le cadre de votre convention de recherche, il est reconnu par les autorités nationales compétentes que c'est l'accès de votre partenaire, la voie rapide. Cette voie rapide vous permettra, vous et votre partenaire, de faire du transfert de matériel à l'étranger sans difficulté grâce à cet article 20. La limite de cette voie est bien sûr que vous ne disposerez jamais du certificat international de conformité, le fameux CCI, qui pourrait par contre vous être réclamé en France par votre propre institut notamment. Mais vous pourrez, comme le demande le règlement européen 511/2014, faire la preuve que vous avez fait diligence pour respecter les règlements APA du pays fournisseur, en présentant le contenu de votre convention avec votre partenaire, précisant que l'accès à la ressource génétique s'est fait selon les dispositions de l'alinéa de l'article 7 du décret 59/2017 NDCP, c'est-à-dire l'accès libre pour la recherche non commerciale de votre partenaire en tant que ressortissant vietnamien. Et il faudra également préciser que l'accord de transfert de matériel tel qu'il est précisé à l'article 20 de ce même décret est l'article que vous avez utilisé pour faire le transfert de matériel à l'étranger. Et vous serez ainsi à peu près dans les clous du point de vue juridique. Il y a toutefois, selon moi, un risque politique qui demeure à utiliser cette voie d'accès rapide. Des ONG, en France, en Europe et peut-être même au Vietnam, pourront toujours vous reprocher d'avoir choisi cette voie d'accès rapide via votre partenaire pour éviter les contraintes éthiques du protocole de Nagoya. C'est un risque à ne pas minimiser. Sachez que si in fine votre recherche génère des bénéfices proprement monétaires, ce qui est rarement le cas dans nos recherches, mais ça arrive. Le décret prévoit à l'article 22
que s'il s'agit de bénéfices générés par la commercialisation d'un produit, au moins 1% des bénéfices doit être partagé, que s'il s'agit de bénéfices générés par des droits de propriété intellectuelle, au moins 2% doivent être partagés. Partagés avec qui? Si le pourvoyeur de la ressource est un organisme public. 30% de ces 1 ou 2% vont à cet organisme et les 70% restants à l'État. S'il s'agit d'un partenaire privé, 50% avec le partenaire privé, 50% avec l'État. Alors bien sûr, vous êtes en droit de vous interroger sur les coûts de transaction élevés qui vont résulter de ce décret par rapport à la faiblesse des bénéfices à partager que ces négociations vont réellement générer. C'est une vraie question et c'est une des grandes faiblesses des APA qui peuvent avoir des effets plus négatifs que positifs en bloquant des dynamiques de recherche tout à fait intéressantes pour des retours financiers très hypothétiques. Plus intéressant, l'article 23 précise que l'origine de la ressource doit être déclarée au moment du dépôt du droit de propriété intellectuelle sur une innovation découlant de l'utilisation de la ressource. C'est une excellente disposition, une longue bataille des pays du Sud engagée depuis le sommet de Doha de l'OMC en 2002. Et il faut être à côté de nos partenaires pour que la déclaration d'origine devienne progressivement obligatoire dans notre Code de la propriété intellectuelle en France et dans la Convention sur les brevets européens. Si les chercheurs du public s'imposent à eux-mêmes ce type de règles, on peut espérer que le privé sera obligé de suivre. Notez encore que l'article 26 énumère toutes les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ce décret. C'est intéressant car vous voyez apparaître, outre le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture et les comités populaires des communes, vous voyez apparaître le ministère de la Santé, les comités populaires des provinces comme acteurs publics importants des mécanismes APA au Vietnam. Et la présence du ministère de la Santé parmi les autorités nationales chargées de la mise en œuvre de ce décret rappelle que l'application du protocole de Nagoya s'étend aux ressources génétiques humaines et aux pathogènes humains. C'est le dernier point important sur lequel je souhaite attirer votre attention. L'étendue du champ d'application du protocole de Nagoya au Vietnam est très large. D'abord parce que la définition qui est donnée d'une ressource génétique à l'article 3 de la loi sur la biodiversité de 2008 est très large. Elle s'étend à toutes les espèces végétales, animales et microbiennes sans aucune exception. Ensuite parce qu'on trouve dans l'article 3 du présent décret de 2017, la définition de la notion de dérivé, qui élargit encore le champ d'application du protocole de Nagoya au Vietnam à toutes les ressources dérivées de ressources biologiques, incluant toute une gamme de composés chimiques, même s'ils ne contiennent pas d'informations génétiques à proprement parler. En somme, le champ d'application du protocole de Nagoya au Vietnam est très étendu, notamment parce qu'aucune des exclusions possibles entr'ouvertes par l'article 8 du protocole de Nagoya permettant la mise en place de procédures simplifiées pour l'accès aux ressources génétiques pour l'agriculture et l'alimentation ou pour les pathogènes humains n'a été aménagée en droit vietnamien. En conclusion, l'accès aux ressources génétiques au Vietnam relève du protocole de Nagoya pour l'ensemble des ressources génétiques présentes sur le territoire vietnamien et quelle que soit la nature de ces ressources génétiques. Pour y avoir accès, vous devez en tant qu'étranger, quel que soit le but de vos recherches, obtenir en 3 étapes la notification de votre enregistrement en tant que demandeur d'accès de la part du ministère de l'Environnement ou du ministère de l'Agriculture. Vous devez obtenir un contrat de partage des avantages avec le pourvoyeur de la ressource certifié par le comité populaire de la commune de l'accès. Et enfin, le permis d'accès délivré par le MARD ou le ministère de l'Environnement. Ce chemin, que l'on peut appeler la voie d'accès pour les étrangers, réclame de franchir avec succès toutes les étapes de cette longue procédure administrative. Elles seront relativement faciles à franchir si votre partenaire scientifique peut être considéré comme le pourvoyeur de la ressource. Et c'est sans doute ce que vous devez essayer d'obtenir de votre partenaire si vous voulez que le contrat de partage des avantages soit facile à mettre en place. En revanche, si le pourvoyeur de la ressource est un tiers, il est certain qu'il vous faudra passer beaucoup plus de temps à établir un contrat de partage des avantages avec un partenaire qui n'est pas directement intéressé par vos recherches. La voie d'accès pour les chercheurs vietnamiens est incontestablement plus rapide puisqu'ils bénéficient d'un libre accès aux ressources génétiques pour des recherches non commerciales. Pour la coopération scientifique internationale, c'est une voie d'accès très tentante car elle permet d'éviter beaucoup de difficultés administratives et elle se justifie certainement d'un point de vue de l'éthique de vos recherches. Toutefois, on l'a dit, si cette voie d'accès rapide permet sans doute de lever tout risque juridique,
elle ne lèvera jamais tout à fait le risque politique d'être accusée de contourner les règles d'accès aux ressources génétiques pour un ressortissant étranger. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande non seulement la lecture de la loi sur la biodiversité et du décret 59/2017 NDCP, mais aussi celle de ce petit guide des APA au Vietnam, publié par le ministère de l'Environnement il y a quelques mois seulement. Vous trouverez en ligne à l'adresse suivante ce petit guide des APA au Vietnam. Enfin, n'oubliez jamais que les APA, c'est un peu comme les droits de propriété intellectuelle, ça sert aussi à faire des procès. Alors, quelle que soit la voie que vous choisissez, veillez à être irréprochable, non seulement du point de vue du respect du droit, mais plus encore peut-être du point de vue de l'éthique de la recherche. Car votre meilleure défense en cas de problème sera toujours la morale que vous aurez mise dans la coopération scientifique avec vos partenaires. Bonne route et bonne chance!